Il a dansé avec les étoiles, défié les conventions et vécu sous le feu des projecteurs, mais derrière le rideau, Jacques Dutronc portait le poids de ses passions, de ses trahisons et de ses luttes. Une vie marquée par la gloire, les scandales et une quête incessante de liberté. À 81 ans, cet enfant rebelle du rock français, contemporain des Rolling Stones, se retourne sur un passé aussi flamboyant que tourmenté. Des amours impossibles avec Françoise Hardy, des liaisons qui ont brisé des cœurs, des triomphes au cinéma et des combats contre la maladie. Que cache l'histoire de cet homme qui a tout conquis, sauf peut-être lui-même? Bienvenue sur Infinite Star, la chaîne où les légendes prennent vie et où les secrets des icônes se dévoilent dans toute leur intensité. Si vous découvrez notre univers, prenez un instant pour liker, s'abonner et partager cette vidéo. Plongez avec nous dans des récits vibrants, émouvants et inspirants. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans la vie de Jacques Dutronc, un mousquetaire du rock français aux côtés de Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, un acteur captivant et un homme dont les amours ont marqué une époque. Une histoire de résilience, de scandale et de rédemption, où chaque note et chaque rôle racontent une lutte pour rester fidèle à soi-même. Jacques Dutronc, né le 28 avril 1943 à Paris, grandit dans une France en pleine mutation, celle des années 60, où la jeunesse rêve de liberté et de révolte. Dès son adolescence, il se distingue par son humour mordant et son attitude désinvolte, une allure de dandy qui cache une âme profonde. Guitariste talentueux, il fait ses armes dans des groupes de rock avant d'exploser en 1966 avec Et moi, et moi, et moi, une chanson satirique qui devient l'hymne d'une génération. Ses paroles ironiques, mêlées de critiques sociales, capturent l'esprit d'une jeunesse française en quête d'identité. Ce succès marque le début d'une carrière solo fulgurante, avec des titres comme Les Cactus ou Il est 5 heures, Paris s'éveille, sorti en 1968, qui reste l'une des plus grandes chansons françaises de tous les temps. Mais Dutronc n'est pas seulement un musicien. Dans les années 70, il se lance dans le cinéma, prouvant qu'il est bien plus qu'une étoile du rock. Collaborant avec des géants comme Jean-Luc Godard et Claude Lelouch, il s'impose comme un acteur magnétique. En 1991, son rôle de Vincent Van Gogh dans le biopic de Maurice Pialat lui vaut un César du meilleur acteur, confirmant sa place dans le panthéon du cinéma français. De Merci pour le chocolat à Place Vendôme, il enchaîne les performances acclamées, sa présence énigmatique captivant les spectateurs. Pourtant, derrière cette façade de succès, Jacques Dutronc est un homme complexe, tiraillé entre sa soif de liberté et les chaînes de la célébrité. Sa vie amoureuse, marquée par des passions ardentes et des trahisons, va devenir le fil rouge d'un destin hors norme. Dans les années 60, alors que la France vibre au rythme de la révolution culturelle, deux étoiles se croisent, Jacques Dutronc et Françoise Hardy. Elle, icône yéyé, belle et distante, sort d'une relation tumultueuse avec le photographe Jean-Marie Perrier, un homme toujours en voyage, incapable de lui offrir la stabilité qu'elle recherche. Lui, jeune musicien au charme insolent, vient de rompre des fiançailles, fuyant l'idée même d'engagement. Leur rencontre est électrique, mais prudente. Pendant près d'un an, ils tournent autour l'un de l'autre, attirés mais intimidés. Le destin intervient lors d'une fête dans la nouvelle maison de Françoise, perchée dans le village corse de Monticello. Ce soir-là, les amis de Jacques lancent un pari audacieux. S'il passe la nuit avec Françoise, il devra porter un vêtement rouge le lendemain. La soirée, arrosée d'alcool et d'éclats de rire, devient le théâtre de leur premier rapprochement. Jacques, fidèle à sa réputation de joueur, apparaît le lendemain en chemise rouge, un sourire malicieux aux lèvres. Françoise, elle, avoue plus tard avoir bu pour calmer ses nerfs, au point d'oublier une partie de la nuit. Nous avions tellement peur l'un de l'autre que j'ai bu pour la première fois de ma vie, et lui aussi, confiera-t-elle dans son autobiographie. Mais il était bien plus habitué aux alcools forts que moi. Leur relation, passionnée mais chaotique, est un tourbillon d'émotions. Jacques, fidèle à son esprit libre, annule souvent leur rendez-vous pour rejoindre ses amis ou d'autres femmes. Quand on l'interroge, il répond avec sa nonchalance légendaire « Je ne veux pas faire comme tout le monde, passer tout mon temps avec Françoise pour ensuite la tromper. Autant commencer par la fin et finir par l'engagement. » Françoise, elle, souffre en silence, transformant sa douleur en chanson poignante comme À quoi ça sert où il voyage, où elle exprime son désir d'une relation plus stable. Ces titres deviennent des exutoires, des cris du cœur qui résonnent avec des millions de fans. En 1973, la naissance de leur fils, Thomas, marque un tournant. Françoise, plus ancrée, espère que cet enfant rapprochera le couple. Ils s'installent dans une maison du 14e arrondissement de Paris, avec un jardin, tentant une vie de famille plus classique. Mais Jacques reste fidèle à lui-même. Ses absences, ses soirées avec ses amis et ses liaisons continuent.
Parmi elles, une aventure avec Romy Schneider, lors du tournage de L'important c'est d'aimer, fait scandale. Cette relation, intense mais éphémère, s'achève avec le film, mais laisse des cicatrices. Françoise, comme toujours, encaisse en silence, canalisant son chagrin dans des chansons comme Il y a eu des nuits, où elle chante « Il y a eu des nuits où je mourrais de toi, comme on meurt de faim ». Malgré ces tempêtes, Jacques et Françoise se marient en 1981, lors d'une cérémonie intime en Corse. L'événement, prévu pour 150 invités, ne réunit qu'une douzaine de proches. Fidèle à son humour, Jacques enterre les gâteaux restants dans le jardin. Françoise rêve d'une nuit de noces mémorable, mais Jacques, après lui avoir demandé si elle est heureuse, s'endort immédiatement. « J'étais touché, mais un peu déçu », admettra-t-elle plus tard. Leur mariage, loin des conventions, reflète leur relation. Jacques passe ses journées en Corse, Françoise reste à Paris, et ils communiquent par email, se voyant rarement. Dans les années 2000, ils vivent dans des parties séparées de leur maison parisienne, Jacques au premier étage, Françoise au rez-de-chaussée. Leur lien, bien que distant, reste indéfectible. Jacques entame une relation durable avec Sylvie Duval, une femme plus jeune, mais refuse de divorcer de Françoise. Aimer quelqu'un, c'est le laisser vivre, dira-t-elle, acceptant cette nouvelle dynamique avec une sagesse résignée. Leur amour, autrefois passionnel, s'est transformé en une amitié profonde, un lien qui transcende les conventions. Sylvie Duval entre dans la vie de Jacques en 1997, lors du tournage de Place Vendôme. Discrète mais essentielle, elle devient une présence constante, prenant soin de Jacques là où Françoise ne le peut plus. Françoise, avec une générosité rare, reconnaît l'importance de Sylvie. « Je suis contente qu'il ait Sylvie, je ne pouvais plus faire ces choses pour lui », confie-t-elle à Gala. Sylvie, brune élégante, excelle dans tout: cuisine, réparation, soins sauf, plaisante Françoise, écrire des chansons. Ce triangle amoureux, loin des clichés, est une ode à la complexité de l'amour. Alors que les années 2000 s'installent, Jacques Dutronc, désormais dans la soixantaine, semble ralentir le rythme effréné qui a défini sa vie. La Corse, son refuge, devient le théâtre d'une introspection silencieuse, loin des scènes vibrantes de Paris et des plateaux de cinéma. Pourtant, même dans cette quiétude apparente, les échos de son passé tumultueux résonnent encore. Les scandales amoureux, les trahisons, les nuits d'ivresse et les succès fulgurants ont laissé des cicatrices invisibles, mais profondes. Jacques, avec son éternel cigare et son sourire en coin, porte en lui le poids d'une vie vécue à 100 à l'heure. Sa relation avec Françoise Hardy, bien que transformée en une amitié indéfectible, reste une ancre émotionnelle. Ils échangent encore des lettres électroniques, des mots simples mais chargés d'une histoire partagée, où l'amour s'est mué en un respect mutuel, presque sacré. Jacques confie parfois à ses proches des regrets voilés, non pas pour les choix faits, mais pour les blessures qu'il a pu infliger, notamment à Françoise, dont la sensibilité l'a toujours touché. « Elle a toujours été plus forte que moi, même dans sa fragilité », aurait-il murmuré un soir, un verre de vin à la main, face à la mer Méditerranée. Cette période marque aussi un tournant dans sa relation avec son fils, Thomas. Leur lien, longtemps marqué par une retenue typiquement masculine, s'épanouit à travers la musique. En 2003, ils partagent la scène pour la première fois lors d'une série de concerts, un moment où père et fils se retrouvent dans une complicité rare, mêlant guitare et regards entendus. Thomas, devenu musicien à son tour, admire le charisme brut de son père, mais perçoit aussi ses failles. « Il ne parle jamais de ce qui le ronge, mais je le vois dans ses silences », confiera Thomas des années plus tard. Ces silences, Jacques les remplit en Corse, où il cultive une vie simple, entouré de ses amis de toujours et de Sylvie Duval, qui veille sur lui avec une discrétion fidèle. Sylvie, bien plus qu'une compagne, est devenue une boussole dans les tempêtes de sa santé déclinante. Les années de cigares, d'alcool et d'excès ont fragilisé son corps, et des alertes médicales, une chute en 2001, des douleurs récurrentes commencent à inquiéter son entourage. Pourtant, Jacques refuse de se plaindre, fidèle à son image d'homme libre, insaisissable. Dans ce chapitre de sa vie, Jacques se confronte aussi à sa propre légende. Les chansons comme Les Cactus ou Il est 5 heures, Paris s'éveille continuent de résonner dans le cœur des Français, et ses films, de Van Gogh à Place Vendôme, restent des références. Mais il s'interroge, que reste-t-il de l'homme derrière l'icône ? Lors de rares interviews, il évoque avec ironie son image de rebelle, avouant qu'elle était à la fois un masque et une vérité. « J'ai toujours voulu vivre à ma façon, mais ça a un prix », confesse-t-il dans un moment de sincérité rare. Ce prix, ce sont les relations brisées, les amours inachevés, et une solitude qui l'apprivoise peu à peu. Il se remémore les nuits parisiennes des années 60, les fêtes avec Johnny Hallyday et Eddie Mitchell, les éclats de rire avec Françoise,
mais aussi les moments où il s'est perdu dans ses propres excès. Une anecdote circule parmi ses proches. Lors d'une soirée en 2005, alors qu'il écoutait une vieille chanson de Françoise à la radio, il aurait laissé échapper une larme, vite dissimulée par une blague. « C'est la poussière corse, ça pique les yeux », aurait-il lancé. Jacques trouve aussi du réconfort dans ses amitiés. Alain Chamfort, son complice des débuts, reste une présence constante. Les deux hommes, liés par des décennies de souvenirs, partagent des repas simples en Corse, évoquant les années yéyé avec une nostalgie teintée d'humour. Ces moments, loin des projecteurs, sont pour Jacques une façon de renouer avec l'essentiel. Il s'intéresse aussi à la nouvelle génération, écoutant les chansons de Thomas avec une fierté discrète. Il a pris le meilleur de moi, sans les conneries, plaisante-t-il. Mais derrière cet humour, il y a une quête d'apaisement, un désir de faire la paix avec son passé. Jacques, qui a toujours fui les conventions, commence à accepter que l'amour et l'amitié, sous toutes leurs formes, sont ce qui donne du sens à sa vie. Ce chapitre, entre ombre et lumière, révèle un Jacques Dutronc plus vulnérable, mais aussi plus sage. Il n'est plus le jeune dandy qui défiait le monde, mais un homme qui apprend à vivre avec ses contradictions. La Corse, avec ses paysages sauvages et son calme, devient le miroir de cette transformation. Il y cultive des rosiers, un hobby inattendu pour un ancien rebelle, et s'amuse à réparer de vieux meubles, comme pour reconstruire, pièce par pièce, une vie marquée par les excès et les passions. Sylvie, toujours à ses côtés, l'encourage dans ses moments de simplicité, tandis que Thomas, à distance, veille sur lui avec tendresse. Ce Jacques, plus posé, n'a rien perdu de son éclat, mais il cherche désormais à comprendre ce que signifie être en paix, avec lui-même et avec ceux qu'il aime. Cette quête, discrète mais profonde, prépare le terrain pour les défis à venir, notamment le deuil dévastateur de Françoise Hardy, qui marquera un tournant dans sa vie. Françoise, devenue la meilleure amie de Jacques, accepte Sylvie sans animosité. « C'est magnifique de devenir la meilleure amie de son mari », écrit-elle dans son autobiographie. Sylvie, de son côté, respecte l'espace de Françoise, s'effaçant lors de ses visites en Corse. Jacques, lui, trouve en Sylvie un soutien vital, surtout dans ces dernières années, marquées par des problèmes de santé. « Elle m'a sauvé la vie à plusieurs reprises », dira-t-il, un hommage à son rôle de compagne et de soignante. En 2016, Françoise confie à Paris Match « J'espère qu'il restera avec elle, car il serait perdu sans elle ». Ces mots, empreints d'admiration, révèlent une dynamique unique où l'amour évolue au-delà de la romance, vers une acceptation mutuelle et une profonde humanité. Alors que les années 90 marquent l'apogée de la carrière de Jacques Dutronc, entre tournages prestigieux et chansons intemporelles, sa relation avec Françoise Hardy s'installe dans une étrange danse entre distance et complicité. Malgré leur mariage, ils vivent souvent séparés, Jacques en Corse, Françoise à Paris, liés par des emails et des moments rares mais précieux. Cette période révèle un Jacques tiraillé. Il est l'icône rebelle que la France adore, mais aussi un homme en quête de sens, oscillant entre sa soif de liberté et le poids de ses engagements. Françoise, toujours introspective, transforme cette solitude en chanson déchirante, tandis que Jacques, fidèle à son humour, esquive les questions sur leur relation avec des pirouettes verbales. Pourtant, dans l'intimité, ils partagent une tendresse pudique, un amour qui résiste aux tempêtes, même lorsque Sylvie Duval entre dans leur orbite, redessinant les contours de leur lien unique. Ce fragile équilibre entre passion, indépendance et mélancolie façonne les années qui mèneront à leur ultime transformation. La mort de Françoise Hardy en juin 2023 frappe Jacques comme un coup de tonnerre. Après plus de 50 ans d'amour, de disputes et d'amitié, cette perte le laisse dévasté. Pourtant, fidèle à sa nature réservée, il cache sa douleur. Son fils Thomas confie « Il ne dit rien, mais je sais qu'il est profondément affecté ». Jacques trouve du réconfort auprès de ses amis de toujours, comme Alain Chamfort. Une photo récente, partagée sur Instagram, montre les deux hommes en Corse, Jacques un cigare à la main, un sourire fragile aux lèvres. Ce moment, capturé par Chamfort, est un éclat de lumière dans son chagrin. Jacques et Thomas partagent un lien pudique, évitant de parler de Françoise. Leur tournée commune en 2022, un moment de complicité musicale, reste un souvenir précieux. Thomas, protecteur, rassure les fans, il va bien, malgré ses défis. Jacques, désormais retiré en Corse, vit loin des projecteurs, entouré de ses vieux amis. Ces liens, forgés dans les années 60, sont sa bouée de sauvetage, une preuve que, même dans la douleur, l'amitié peut guérir. Les années de cigares et d'alcool ont laissé des traces. En 2022, une opération pour une hernie ralentit Jacques, et son corps montre des signes de fatigue. Pourtant, Thomas reste optimiste,
beaucoup pensent qu'il est en meilleure forme qu'il y a quelques années. Jacques, à 81 ans, mène une vie calme en Corse, loin de l'agitation des concerts. Sa tournée de 2022 avec Thomas marque son dernier grand moment sur scène, un adieu vibrant à une carrière légendaire. Malgré ses fragilités, Jacques conserve son humour et sa malice. « Je mourrai le premier, laissant Françoise une belle veuve », plaisantait-il autrefois. Cette boutade, autrefois légère, résonne aujourd'hui avec une amertume douce, alors qu'il surmonte le deuil de celle qui fut son grand amour. Un épisode méconnu de la vie de Jacques illustre son esprit libre, il a failli jouer le méchant dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Steven Spielberg, impressionné par ses rôles dans L'Importance est d'aimer et Sale rêveur, le rencontre à Paris et à Londres, le voyant comme une vraie star, capable de surpasser Robert Redford. Mais Jacques, freiné par son anglais hésitant, décline. « Je n'étais pas assez passionné par le métier d'acteur pour le regretter », écrira-t-il dans son autobiographie Et moi, et moi, et moi. Le rôle échoue à Paul Freeman, mais Jacques reste une étoile française, prouvant que sa lumière brille sans Hollywood. À 81 ans, Jacques Dutronc est une icône, un survivant. Ses chansons, de Les Cactus à Paris s'éveille, sont des hymnes intemporels. Ses films, de Van Gogh à Place Vendôme, ont marqué le cinéma. Mais au-delà des projecteurs, c'est son humanité ou ses failles, ses passions, sa résilience qui le rend inoubliable. Il a aimé, trahi, souffert et triomphé, toujours avec cette ironie qui le définit. Qu'en pensez-vous? Jacques Dutronc est-il le rebelle insouciant qu'il prétend être, ou un homme profondément marqué par ses amours et ses pertes? Ses chansons ou ses films vous rappellent-ils des souvenirs? Partagez vos pensées dans les commentaires. Si cette histoire vous a ému, likez, abonnez-vous à Infinite Star et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Ensemble, continuons à explorer les vies extraordinaires des légendes qui ont façonné notre monde. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'infiniment étoilé.